Hey, salut, c'est Manchot. Si jamais vous avez envie de venir pêcher avec moi, je vous donne rendez-vous sur la banquise le lundi, mercredi, vendredi et samedi vers 21h. Et sinon, bonne rediffusion. Les manchots Les manchots, c'est moi. Regardez, là, c'est... Alors, ça, c'est pas moi. C'est certainement un de mes camarades. Je le reconnais pas comme ça. Peut-être que c'est pas... C'était pas un de mes proches. Mais on va parler de mes camarades, les manchots. Parce que je pense que c'était un très bon thème pour commencer. Comme vous, les humains, vous nous avez, j'allais dire analysé, mais étudié, je pense qu'étudier est un meilleur terme. Et ben, du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour aller voir ce que vous, les humains, dites de moi et de nous, mes camarades, les manchots. Et comme ça, moi, j'en saurais plus sur moi-même. Peut-être que je me ressouviendrai des choses que j'ai oubliées quand j'étais encore un manchot. Et vous, eh ben, vous apprendrez plus sur vous, enfin sur moi, du coup, en même temps, et sur tous mes camarades, bien sûr, si jamais vous en croisez. Mais ne parlez pas de moi parce que, bah, du coup, ils sauront pas qui je suis. Et même, ils sauront pas qui je suis, et je pense qu'ils ne vous comprendront pas non plus. Donc, triste. Donc, Manchot Empereur. Alors attention, c'est pareil, hein. Là, moi, ça c'est le nom que vous nous avez donné, Manchot Empereur. Mais moi, c'est Manchot l'Empereur, parce que, du coup, encore une fois, je suis le seul Manchot par l'humain. Le Manchot Empereur a Apténodite Forsterie. Ah oui, bien sûr, enchanté. Parle français aussi. Non, pardon. Ah ouais, non. Non, faut pas que je dise ça parce qu'on dirait les méchants monsieur qui disent ouais, gna gna gna, je suis français, parle français. Non, on s'en fout, c'est beau les langues, mais là j'avoue, j'ai pas compris. Donc est une espèce d'oiseau. Effectivement, je suis un oiseau. Cuicui, ça s'entend là, cuicui. De la famille des sphénici... Sphénicidés. Oui, oui, sphénicidés. Oui, sphénicidés. Voilà. Et puis si c'est pas ça, ben, j'ai décidé de le dire comme ça. Endémique de l'Antarctique. Et le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Et ouais, messieurs, dames. Je suis lourd. Lourd. Parce que, ah oui, parce que c'est vrai qu'en plus il y en a plein des manchots, c'est ça. Oh, waouh. Les sphénis sont un oiseau dans l'hémisphère sud et dont les mondes sont appelés manchots. Les manchots. Ouais, mais moi je suis un manchot empereur. Mais bise à tous les cousins, bien sûr. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de même taille, atteignant jusqu'à 122 cm de hauteur pour une masse qui varie entre 20 et 40 kg. Alors c'est vrai, en moyenne, certainement. Mais alors pour le coup, je suis vraiment un peu plus grand et un peu plus lourd que ça. Mais après, c'est peut-être juste moi, voilà. Encore une fois, on l'a dit, hein, c'est Wikipédia, on peut faire confiance, bien évidemment. Après, c'est pas censé être, enfin du moins, Wikipédia, je sais pas, mais moi, je suis pas censé être une source ultime de savoir, quoi. Ensuite, le dos et la tête sont noirs, effectivement, et le ventre blanc. Le haut de la poitrine jaune clair. Deux marques jaune vif au niveau des oreilles sont très visibles. Effectivement, comme les autres manchots, il est incapable de voler. Et oui, alors ça c'est triste. Parfois ça m'aiderait à juste changer d'activité. Parce que encore une fois, voilà, moi quand je suis sur la banquise, paf paf paf, bon, ben, parfois c'est chiant parce que on marche toujours dans la neige, on voit toujours les mêmes choses. Alors que si je pouvais voler, eh ben, peut-être que ça prendrait une autre dimension et je me ferais moins chier sur la banquise. Sauf que, ben voilà, on a dit, ben non. Et même en devenant humain, on m'a pas dit, tiens, comme tu deviens humain, on va te donner... Non, j'ai vraiment gardé le même corps. Et du coup, je sais toujours pas voler. Terrible. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis un oiseau, on le rappelle. Ses ailes raides et aplaties et son corps. Waouh. Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin. Oui, ça par contre c'est vrai, effectivement. Là, pour ce qui est le fait d'aller dans l'eau, je m'éclate, quoi. Là, c'est... Wouh. Je flipper, quoi. Pour ce qui est de la nage, vous pouvez compter sur moi. Ça, y a vraiment pas de souci. Son alimentation se compose essentiellement de poissons. C'est ce qu'on fait actuellement. Sauf que, enfin bon, encore une fois, je le répète, bien sûr, aucun animal n'est blessé pendant cette pêche pisciculture, bien évidemment. Mais oui,
Les poissons, c'est notre miam, quoi. Et même si aujourd'hui je mange des algues, je peux vous dire que j'en ai bouffé du poisson. Après, c'était cool, quoi, parce que après c'est moi qui l'ai pêché, qui miam miam, mais bon, on bouffait que ça, quoi. Mais peut également comprendre des crustacés, bien évidemment, comme le krill, ou des oh, céphalopodes. Oui, céphalopodes comme le calmar. Et oui, et ça c'est pareil. Vous saviez qu'on... Ah ouais, bah, j'allais dire, vous saviez qu'on disait calmar et pas calamar, mais en fait si on peut dire calamar. Donc bah, bon, ben voilà, je suis nul. Euh, pardon. J'ai fait une intervention qui ne servait absolument à rien. Lorsqu'il chasse, il peut rester sous l'eau durant 18 minutes, plongeant à une profondeur de 535 mètres. Si ça, c'est pas un petit peu stylé quand même. Moi, je trouve que c'est... Alors après, enfin, tenir en apnée 18 minutes, pas mal. Je pense qu'il y a des animaux qui font plus. Et de base, certes, j'aime aller dans l'eau, mais je suis un animal terrestre. Parce que je vis sur la banquise. Donc stylé. Et après, 535 mètres dans l'eau, c'est bien aussi. Ça fait. C'est un peu plus que la Tour Eiffel, je crois. Non, j'ai peur de dire des bêtises. L'espèce est bien adaptée pour la plongée car elle possède une hémoglobine à la structure particulière capable de fonctionner avec des faibles taux de dioxygène. Eh ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais des hémoglobines particulières. Le manchot empereur possède aussi des os solides qui lui permettent de résister au barotraumatisme ainsi qu'une capacité à réduire son métabolisme et à mettre en veille certaines fonctions non essentielles. Effectivement, je peux à tout moment m'éteindre. Pardon, oui, pardon, je l'ai fait, bah oui, je l'ai fait là alors bah non, il fallait pas que je le fasse là. Mais oui, apparemment je peux faire plein de choses. Par contre, c'est quoi ça, le barotraumatisme? Qu'est-ce que c'est? Un accident touchant les tissus d'un organisme. D'accord. Ah ouais, genre, du coup, si jamais je plonge et que du coup, ça. Ah, comment dire? Changement de pression, genre quand je remonte à la surface et tout ça, c'est peut-être comme ça que ça cause les trucs. Et on m'a dit non, c'est bon. Ça, je suis immunisé, y a pas besoin. Le manchot empereur, c'est moi, est connu pour le cycle de vie bien réglé des adultes qui répètent chaque année le même rituel pour se reproduire et élever leurs petits. Il s'agit de la seule espèce de manchot qui se reproduit au cours de l'hiver antarctique. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, j'ai jamais fait, mais ouais, c'est vrai. Il réalise alors un long périple de 50 à 120 km sur la glace pour former des colonies pouvant comprendre des milliers d'individus. Alors c'est là-bas qu'ils partaient tous. Genre ils faisaient 50 bornes juste pour aller faire crac crac boum boum avec d'autres. Jamais compris leur délire moi. Donc les femelles pondent un unique œuf, oui, que le mâle couvre, tandis que la femelle retourne vers la mère afin de chercher de la nourriture. Voilà. Alors ça, c'est un peu différent des humains, de ce que j'ai compris. Parce que normalement, dans la plupart du temps, c'est les femmes humaines, elles accouchent. Et après, elles sont quand même obligées de faire les trucs. Ça, c'est pas bien, ça, les humains. Faites pas ça. Faites comme nous. Ah oui, mais en fait, non, je suis con. Je suis bête. En fait, c'est même pire que vous, du coup. Enfin, ou c'est presque. Parce qu'en fait, moi, j'ai juste à... Enfin, si jamais j'étais dans cette position, j'aurais juste à poser mon cul sur un œuf, tandis que ma chérie, elle irait nous ramener de la bouffe. Donc en fait, c'est exactement pareil que les humains. Donc j'ai dit de la merde. C'est terrible. Mais enfin. Et la pauvre, elle accouche et tout, elle se donne du mal à pondre un œuf. Et elle doit quand même aller chercher à manger. Non mais. Ça va aussi, ça va. Non mais où par la suite, les parents partent chercher leur nourriture en mer à tour de rôle. Bon. Enfin. Ok, donc une fois que le mioche, le pitchoun, il est né, après il faut qu'ils s'en occupent tous les deux. Bon, allez, on va dire ça va, mais pas bien non plus quoi. L'un d'entre eux restant avec leur oisillon dans la colonie. L'espérance de vie du manchot empereur est généralement de 20 ans dans la nature, bien que des observations laissent à penser que certains individus peuvent atteindre l'âge de 50 ans. Chose intéressante, statut de conversation, de conservation. On est quasi menacé, c'est un peu triste. Petite interruption dans la vidéo parce qu'il y a eu quelques petites news par rapport à ce qu'on vient de voir.
on a vu que les manchots étaient une espèce désignée comme quasi menacée. Or, il se trouve, comme on peut le voir sur l'écran, que je suis, parce que encore une fois je suis un manchot, on le rappelle, maintenant classé comme espèce en danger. Donc on peut lire vite fait ce que nous dit Reporter pour avoir quelques... Ça dure pas très longtemps. Le manchot empereur et l'otarie de Kerguelen, on embrasse bien sûr les otaries. Voilà. On est désormais tous deux classés en danger, selon la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Dans un communiqué publié le 9 avril 2026, l'UICN précise que les changements climatiques en Antarctique entraînent des modifications de la banquise qui, selon ses prévisions, devrait provoquer une diminution de moitié de la population de manchots empereurs d'ici les années 2080. Les manchots empereurs ont besoin de glace fixe, partie de la banquise fixée au littoral sur les fonds océaniques ou à des icebergs échoués, comme habitat pour leurs poussins et pendant leur période de mue lorsqu'ils ne sont pas imperméables. Si la glace fond trop tôt, les conséquences peuvent être mortelles. Les images satellites indiquent déjà une perte d'environ 10% de la population entre 2009 et 2018 seulement, soit plus de 20 000 manchots adultes. La réduction des ressources alimentaires a, elle, déjà entraîné une diminution de 50% de la population d'otaries de Kerguelen depuis 2000. La hausse des températures océaniques et le recul de la banquise poussent le krill vers des profondeurs plus importantes à la recherche d'eau plus froide, réduisant ainsi la disponibilité d'aliments dont les otaries dépendent. Et moi aussi, normalement. Voilà, donc génial. Bonne continuation de la vidéo et désolé pour ce petit moment. Description morphologique. Aspect des adultes. Ah, pardon. Attendez, c'est un peu le moment émotion là. Ok, allez, manche, tu veux le faire. Pardon, c'est juste de revoir la maison finalement parce que ça me rappelle des souvenirs, on va dire ça comme ça. Pardon. Excusez-moi, j'ai... Ok, allez, manchot, tu peux le faire. Aspect des adultes, je disais donc, comme tous les manchots, le manchot empereur a un corps élancé afin de limiter les forces de frottement lorsqu'il nage, et des ailes semblables à des nageoires plates et rigides. Les mâles et les femelles ont une taille et une coloration similaires. L'adulte, en plumage nuptial, a des plumes d'un noir profond, très profond sur le dos, qui couvre également la tête, le menton, la gorge et le dessus des ailes, effectivement. Ce plumage noir est bien délimité du plumage plus clair qui couvre le reste du corps. Effectivement. L'intérieur des ailes et le ventre sont blancs, tirant vers le jaune pâle en haut de la poitrine, et une tache jaune vive est visible au niveau des oreilles. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. En vrai, je pense que c'est peut-être la nature qui s'est dit, tiens, on va rajouter un petit peu de couleur pour pas dire qu'on soit juste noir et blanc. Alors que c'est stylé noir et blanc, il n'y a pas... Voilà, mais bon, je sais pas. Mais un petit peu de jaune. Bon, après, parfois, le seul problème, c'est que parfois, on dirait un peu du pipi, quoi. On dirait qu'on s'est pissé au niveau des joues, donc c'est pas forcément esthétique. Le bec, mesurant 8 cm, est incurvé, partiellement emplumé. La partie supérieure est noire, tandis que la partie inférieure est rose, ou orange ou lilas. Alors moi, pour le coup, elle est orange. Elle est très orange. Et d'ailleurs, chose que j'ai remarqué, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est le premier humain que j'ai rencontré, mais j'ai à peu près presque la même tâche finalement que Jean-Luc Reichmann. Et Jean-Luc, si jamais tu veux faire une petite apparition pour montrer ta tâche à toi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, attends, je crois, oui, je l'entends arriver, attendez. Ouais, c'est Jean-Luc Reichmann, effectivement, j'ai une tache sur le nez comme toi, manchot. Alors, moi, c'est pas le bec, mais effectivement, j'ai une tache de vin. Regardez, je suis Jean-Luc Reichmann. J'ai une tache de vin. Et oui. Tiens, je te rends le truc, manchot. À toi, c'est à toi, manchot. Oui, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc de me rendre la parole. La langue, oui, notre langue, est munie de poils, orientés de manière à éviter que les proies attrapées ne s'échappent. Les pattes palmées sont noires. Effectivement, le plumage sombre du manchot empereur pâlit pour devenir gris-brun entre novembre et février, avant la mue, annuelle en janvier et février. La mue est très rapide chez cette espèce en comparaison d'autres oiseaux, et ne prend que 34 jours. Et 30 jours, c'est presque un mois. Un mois pour que je mue, quoi. Les plumes du manchot empereur sortent de la peau après avoir atteint le tiers de leur longueur finale, et avant que les anciennes ne soient tombées afin de réduire les pertes de chaleur. Ok. Les nouvelles plumes expulsent ensuite les anciennes avant de finir leur croissance. Ce renouvellement du plumage améliore son étanchéité et sa protection contre le froid. Pendant cette période, le manchot empereur ne peut pas plonger et donc obligé de... Quoi? J'ai vraiment fait ça? De ne pas plonger et donc obligé de jeûner?
Pendant ma mue, je n'ai plus mangé. Mais enfin, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible que j'ai fait ça sans mourir en fait, sans disparaître? C'est dingue. Là, vous pouvez voir une petite photo de nous finalement au mois de janvier, ce manchot empereur en train de muer, perd son plumage gris, brun d'éclipse pour revêtir son plumage nuptial. Oh, qu'est-ce que c'est? Pardon. Mensuration. Le manchot empereur adulte mesure jusqu'à 122 cm. Alors ça, je l'ai déjà dit, moi je suis un peu plus grand, je suis un peu une exception quand même. Sa masse peut varier de 20 à 40 kg, notamment en fonction du sexe, les mâles étant en moyenne plus lourds que les femelles. La masse varie également selon la saison car les animaux mâles comme femelles perdent beaucoup de masse lorsqu'ils élèvent leurs oisillons et couvrent les œufs. Bah oui, ça on peut dire que ça demande de l'énergie quoi. Enfin bon. Ainsi, mâles et femelles pèsent en moyenne respectivement 38 et 29 kg avant la saison de reproduction. Après celle-ci, la masse moyenne chute à 23 kg pour les deux sexes. Donc finalement, quand on fait crac crac boum boum et qu'on s'occupe du pio, après on revient à égalité un petit peu sur... Ouais, non, c'est... Je sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Aspect des juvéniles. Ah, voilà. Ah oui, regardez ça. Qu'est-ce qu'on est mignon. Ah, qu'est-ce qu'on est mignon quand même. Puis nos petits cris quand... Ça, je m'en souviens quand même quand on faisait cui 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 cui. Non, c'est génial, c'est génial. On est trop mignons. Chez les juvéniles, les taches de chaque côté de la tête, le menton et la gorge sont blancs, tandis que la tête et le bec sont noirs. L'oisillon du manchot empereur est quant à lui couvert d'un duvet gris argenté avec la tête noire à bandes blanches. En 2001, un oisillon entièrement blanc est découvert, mais il n'est pas identifié comme un individu albinos car ses yeux ne sont pas roses. Les oisillons pèsent environ 315 grammes à l'éclosion et quittent le nid lorsqu'ils atteignent 50% de leur masse adulte. Ok, donc en gros, on fait les gosses et après ils se cassent. Adaptation physiologique. Allez, attention parce que là... Oh, regardez, en plus je fais du sport. Adaptation au froid. Le manchot empereur vit et se reproduit dans un environnement plus froid que n'importe quelle autre espèce d'oiseau. Oui. La température de l'air peut atteindre moins 40 degrés, vous imaginez quand même. Moins 40 degrés. Avec un flanc soufflant jusqu'à 144 km/h. Comment on se les caille quoi. C'est dingue. L'eau de mer à moins 1,18 degrés est à une température largement inférieure à la température corporelle de 39 degrés des manchots. Alors je crois qu'elle varie justement, vous, la température des humains. Elle varie entre justement 37, 39, je crois. Ah non, bah non, 39 vous êtes malade. Donc 36, 39 plutôt. Mais nous, du coup, j'ai une température corporelle de 39. Ok, intéressant. Ceux-ci doivent donc être adaptés pour limiter les pertes de chaleur. Et oui. Entre 80 et 90% de l'isolation des manchots est assurée par leur plumage. Les plumes sont raides, courtes et lancéolées et couvrent l'ensemble de leur corps avec 15 plumes par centimètre carré. Ça fait beaucoup, je sais pas du tout. Les manchots empereurs ont le plumage le plus dense de tous les oiseaux. Si ça, c'est pas stylé. Moi, j'ai envie de dire quand même, c'est pas pour faire un peu de supériorité ou des trucs comme ça, mais on est un peu le prime des oiseaux en fait. Non, peut-être qu'après on va lire des trucs qui vont dire non, en fait les manchots c'est nul. Peut-être qu'on est nul en fait. Peut-être que je suis nul. Enfin, ça, oui, ça je suis nul, mais bref. Une couche isolante supplémentaire est formée par des filaments dufteux présents entre la peau et les plumes. Des muscles permettent au manchot de tenir ses plumes dressées lorsqu'il est sur terre, de manière à réduire les pertes de chaleur en présentant une couche d'air. J'avais pas fini la phrase, c'est ça? J'avais pas fini la phrase, c'est pour ça que je comprenais pas. Des muscles permettent au manchot de tenir ses plumes dressées lorsqu'il est sur terre, de manière à réduire les pertes de chaleur en emprisonnant une couche d'air entre la peau et les plumes. C'est un peu stylé. Voilà. Inversement, dans l'eau, le plumage est plaqué contre la peau pour que la silhouette soit mieux profilée pour la nage. Bah oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, je nage très bien. La toilette est vitale au manchot pour conserver une bonne isolation et un plumage bien imperméable. Ça, c'est vrai que je vais beaucoup aux toilettes. Je suis pas sûr que ça soit le sens de la phrase, mais c'est vrai que je vais beaucoup aux toilettes. L'isolation est aussi assurée par une épaisseur de graisse de couverture pouvant atteindre 3 cm avant le début de la saison de reproduction. Quand même, c'est pas mal. Cette couche graisseuse limite le manchot empereur dans ses mouvements, notamment en comparaison de son cousin. Ah, El Famoso cousin, moins bien pourvu en graisse mais plus agile, le manchot de Magellan. Bien sûr, on l'embrasse. Et à quoi il ressemble déjà Ah ouais, bien sûr, oui.
Oui, oui, bah, j'en ai déjà rencontré, c'est sûr, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Le manchot empereur est capable de maintenir son corps à une température constante sans que son métabolisme ne soit modifié pour des températures comprises entre moins 10%, moins 10 degrés et plus 20 degrés. C'est pas le même symbole. Merci de le rappeler, je ne suis pas un pingouin. Parce que ça, les humains le confondent souvent. Et ben moi, je peux te dire que j'en ai un petit peu par-dessus les nageoires, comme on dit. Non, j'ai pas de nageoires, j'ai juste des ailes. Mais je suis un manchot, quoi. Je suis pas un pingouin. Ah oui, parce que les autres humains d'autres langues, ils disent pas penguin. Donc ça veut dire que Cocorico, les Français, en fait, ils sont plus intelligents que les autres. Non, il faut pas que je fasse de supériorité entre les humains, c'est pas bien. Mais justement, est-ce que c'est pas ça un petit peu? C'est l'exception française qui fait le charme. Non, je sais pas si c'est un charme ou pas, mais oui, donc ça, je l'avais lu effectivement que qu'on résiste aux températures et tout ça, et que du coup, voilà, en dessous, son métabolisme augmente de manière significative. Un manchot peut toutefois maintenir une température corporelle d'entre 37,6 degrés et 38 pour des températures extérieures s'abaissant jusqu'à moins 45. Alors ça, c'est quand même fou. Ça, c'est quand même fou que je puisse endurer de telles températures finalement. Les mouvements qu'il réalise pour nager, marcher et frissonner lui permettent de se réchauffer. Il peut également y avoir une augmentation de la catalyse des lipides issus de ces réserves de graisse par des enzymes. Ouais, il y a trop de mots compliqués, je comprends pas là. Un phénomène induit par une hormone, le, hein, le glucagon. Les- oui, bah oui, bien sûr. Non mais bon, après, encore une fois, c'est gentil à vous, humains, de nous avoir étudiés. Et s'il vous plaît, quoi, utilisez des termes plus simples pour nous, surtout moi qui, encore une fois, ne sais pas parler l'humain depuis seulement depuis quelques temps, quoi. Mais bon, en même temps, je dis ça, mais je suis là pour apprendre. Lorsque la température dépasse 20 degrés, le manchot empereur peut devenir agité. Ok. Son métabolisme augmente pour évacuer de la chaleur. Le fait de lever ses ailes lui permet d'augmenter la surface corporelle qu'il expose à l'air de 16%, ce qui facilite encore les pertes de chaleur excédentaire. Waouh. Les choses sont quand même bien faites, hein. J'entends quelqu'un peut-être qui veut intervenir. Oui, oui, je l'entends. Eh, salut, c'est Jean-Luc, pardon, je me permets de te couper juste pour dire qu'effectivement, je te suis au loin là, à écouter vite fait ce que tu racontes sur les manchots. Plutôt cool en fait. Vous êtes plutôt stylé, tu m'avais pas raconté tout ça. On s'est rencontrés pour la première fois. Stylé en fait les manchots. Voilà, c'était juste pour dire ça. Et merci Jean-Luc de cette intervention qui n'a servi à rien, mais c'est gentil. Merci à toi Jean-Luc. Donc, on continue. Adaptation à la pression et au faible taux de dioxygène au cours de la plonge. Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir ça? Parce que là, on va rentrer dans des trucs précis, quoi. Non, allez, je vais quand même lire le comportement. Je pense que c'est un peu plus intéressant justement de voir, de voir mon comportement, justement. Nos relations intra- et interspécifiques. Cri. Alors effectivement, apparemment, on crie. Le manchot empereur n'a pas de nid fixe. Alors ça, c'est vrai. Ainsi, pour localiser son ou sa partenaire et son oisillon au sein de la colonie, il utilise des appels sonores. On dit qu'il braie ou qu'il jabote. C'est vrai. C'est vrai que je jabote beaucoup, comme ça, de temps en temps. Il possède à sa disposition un registre complexe de cris nécessaires à la reconnaissance des parents entre eux et des adultes avec leurs petits. Oui, non, si, bien sûr, je savais, je suis un manchot, on le répète. Il dispose de la plus grande variété de cris de tous les manchots. Alors, encore une fois, j'ai un peu envie de dire manchot prime. Quand je lis ça sur moi, enfin sur nous, faut que j'arrête de parler de moi. Mais je me dis quand même, on est un peu stylé comme oiseau, quoi. Le manchot empereur utilise simultanément deux bandes de fréquences. Les oisillons réclament de la nourriture et appellent leurs parents par un sifflement dont ils peuvent moduler la fréquence. Eh ben dis donc. Comportement. Ah, comportement social, on y vient. Je suis le pire manchot possible. Je ne suis absolument pas sociable. Les manchots empereurs sont des animaux sociables. Ouais, bah. Bon, alors, on va dire que je suis une exception. Je suis une exception, tout va bien. Vivant en colonie. Je suis l'exception. Je suis l'exception. Tout va bien. Ils cherchent ensemble et peuvent coordonner leur plongée et leur remontée à la surface. Waouh, trop stylé. Ils sont actifs de jour comme de nuit. Ah, effectivement. Donc, à quel moment on dort en fait? J'ai déjà des problèmes de sommeil.
Laissez-moi dormir. Pourquoi la nature m'a fait ça? Un adulte passe une grande partie de l'année à circuler entre la zone de nidification et les zones océaniques riches en nourriture. Ah, l'océan, c'est vraiment stylé. Pour y passer beaucoup de temps, c'est vraiment stylé, quoi. Les animaux se dispersent dans l'océan de janvier à mars. Un comportement spécifique que l'on retrouve chez le manchot empereur faisant face au froid et le regroupement en un amas compact appelé tortue. Quoi? Ça, il faudrait m'expliquer aussi pourquoi les humains ils parlent d'autres animaux pour parler des comportements d'un animal précis. Donc, mais effectivement, parfois on fait des gros pogos tous ensemble. Enfin, je m'en souviens vite fait comme ça d'avoir fait des gros pogos parce qu'on se les caillait. Enfin bon, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool, mais, même si, encore une fois, j'aimais pas trop parce que je suis pas sociable, on le rappelle. Les observations ont montré l'existence de roulements entre les individus subissant le blizzard à la périphérie de ces tortues, et ce, à l'intérieur où la température peut atteindre les 37 degrés en 45 minutes en moyenne. Une idée simpliste serait que les manchots se comportent ainsi afin que les mêmes individus ne soient pas toujours exposés au froid et que les individus au centre n'aient pas trop chaud. Alors, ça, c'est pas tout à fait vrai. La vérité est qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on fait des gros pogos. Donc au bout d'un moment, ben, c'est cool de faire des pogos et tout ça, mais ça fait un peu mal, quoi. Surtout quand il y en a qui nous poussent. Donc on essaie de tourner un petit peu pour qu'il y en ait qui se prennent un peu plus et tout ça. Enfin bon, bref, ça après c'est des détails forcément que les humains n'ont pas pu comprendre. Cependant, les écologistes du comportement animal privilégient une explication bien plus individu-centrée. En effet, puisque s'immiscer jusqu'au centre de la tortue paraît difficile du fait du regroupement très compact des individus, les manchots à la périphérie, qui font directement face au blizzard, auront tendance à contourner et à se positionner derrière le groupe pour se protéger du vent. Après un certain temps, les individus initialement au centre vont donc se retrouver exposés à leur tour au blizzard et vont changer de position, et ainsi de suite. Le comportement de formation en tortue serait donc basé sur des stratégies individuelles pour l'accès à la chaleur. Oui, c'est une interprétation valable, mais on fait vraiment juste des gros pogos, quoi. Prédateur et mortalité. Le manchot empereur est une proie privilégiée pour divers oiseaux et mammifères marins. Pardon? Je suis une proie? Le pétrel géant. Macro. Ah non. Ah non, pas Macron. Non, pas lui. Ah non, mais Macronectes gigantus. Oui, c'est ça. Et son principal prédateur terrestre, responsable à lui, seul, de jusqu'à 34% des morts de jeunes dans certaines colonies. Waouh. Le labé de McCormick. Sker. Oh là là. Scercoriarius McCormicki. Oui, se nourrit principalement d'oisillons morts, car les jeunes sont trop gros pour être menacés à la période durant laquelle il arrive dans la colonie. Ah oui, forcément, hein, quand t'as faim, vaut mieux prendre quelque chose qui bouge pas, quoi. C'est plus rapide. Enfin, même si c'est triste, mais bon. Les principales menaces pour le manchot lorsqu'il est dans l'eau proviennent de deux mammifères marins. Le léopard de mer. Il y a des léopards dans la mer. C'est dingue. Ça ressemble à quoi? Bah, c'est les poteaux les phoques. Et vous appelez ça des léopards de mer? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Qui s'attaquent aux adultes et aux jeunes lors des premières plongées. Et l'orque, ah ouais, alors non. Alors, les orques, pareil. Déjà, la DA, elle est presque la même que nous. Si je dis pas de bêtises, j'espère. Ouais, voilà. Le noir et le blanc et tout ça, on connaît. Mais c'est vrai que les orques, ouais, ça va quoi. J'en ai croisé plusieurs fois. Ou même quand je vais juste pour me pavaner comme ça un petit peu, hop, il y a toujours un orque là, une orque, un, une, je sais pas. Ça va quoi. Qui s'attaque aux adultes, bah oui, forcément, voilà. Une importante partie de la mortalité des oisillons est imputable au mauvais soin lors de la couvaison. Le parent, resté pour s'occuper de l'œuf, peut le perdre, parfois lors de conflits ou de bousculades, ou cesser de le couver. Ce type de perte atteint son maximum au mois de mai, juste après la ponte, et les manchots ayant toujours leur œuf en juin sont généralement les plus expérimentés. Par la suite, le poussin est soumis à des conditions climatiques très rudes, conduisant parfois à sa mort. Ok, bon, mais il peut également souffrir de malnutrition lorsque le parent parti se nourrir tarde à revenir de son voyage en mer. Terrible. Locomotion. Ah, alors ça c'est génial. La morphologie du manchot, que ses ailes hydrodynamiques ont rendu inapte au vol, est adaptée à la nage. Son corps rigide et son cou court, coucou, lui permettent de se propulser dans l'eau à une vitesse de 5 à 10 km/h,
avec des pointes pouvant atteindre 30 km par heure. Je suis une Ferrari. Je suis une Ferrari, je peux aller jusqu'à 30 km par heure. Il faudrait que je m'intéresse aux voitures un jour, mais pas tout de suite. Sa densité corporelle est élevée. Ses ailes lui servent de nageoire et ses pattes de gouvernail. Ses plongées sont profondes, plus de 300 mètres, et ne durent que quelques minutes. Tout à l'heure, on a vu que je pouvais rester 18 minutes. Donc ça va quoi. Il est capable de réaliser de longues marches, mais aussi de se déplacer sur le ventre par glissage. Ça, c'est vraiment trop drôle. Mâles et femelles vont parfois chercher leur nourriture à plus de 500 km des colonies pour nourrir les oisillons, couvrant entre 82 et 1454 km par individu et par voyage. Un mâle retournant à la mer, après avoir couvé, se dirige directement vers des aires d'eau libre permanentes, connues sous le nom de Polynie, à environ 100 km de la colonie. Alimentation. Alimentation. Alors là, attention. Parce que moi, je m'y connais en alimentation. Attention, je m'y connais en bouffe. Le manchot empereur se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de céphalopodes. Alors, effectivement, c'est vrai. Il se trouve qu'on mange notamment d'autres bestioles. Mais des variations significatives existent d'une population à une autre. Les poissons constituent généralement la principale source de nourriture et la calandre antarctique, ah je vais pas lire le latin, représente une large part de l'alimentation de l'oiseau. Les poissons de la famille des Nototheniidae, certains calmars comme le calmar des glaces, et le krill antarctique sont également fréquemment consommés par le manchot. Le manchot empereur chasse dans les eaux de l'océan austral, effectivement, dans des zones libérées des glaces ou des cassures de la banquise. Ben oui. Une des stratégies qu'ils adoptent consiste à plonger à environ 50 mètres de profondeur, de manière à pouvoir repérer des poissons vivants jusqu'à sous la banquise, comme oh là là, mais enfin, Pagothenia borchgrevinki. Donc un poisson perciforme que l'on rencontre fréquemment jusque sous la couche de glace. Une fois sa proie repérée, il remonte rapidement vers la glace pour l'attraper. Il plonge ensuite à nouveau et répète cette séquence environ 6 fois avant de remonter à la surface pour respirer. La composition de son alimentation peut varier significativement au cours de l'année et d'une colonie à l'autre. Ainsi, le poisson peut constituer entre 20 et 96% de son alimentation, le krill entre 1 et 68% de son alimentation et céphalopode entre 3 et 65% de son alimentation. La résistance aux jeunes du manchot empereur est stupéfiante. En 4 mois, sa masse peut passer de 40 à 23. Waouh, non, what? Ne conservant plus que 2 kg de graisse. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Les manchots empereurs présentent la particularité de se reproduire dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde, l'Antarctique, pendant l'hiver. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 60% avec des vents dépassant les 200 km par heure. Parfois, lorsqu'un site d'hivernage devient trop venteux, une colonie de manchots empereurs déménage vers un lieu moins hostile. Le manchot empereur est mature à partir de l'âge de 3 ans, mais il ne commence généralement à se reproduire qu'environ 1 à 3 ans plus tard. Waouh! Le cycle de reproduction annuel commence au début de l'hiver austral, en mars et en avril, quand tous les manchots empereurs adultes se dirigent vers les aires de nidification des colonies. Il leur faut souvent marcher sur 50 à 120 km de la périphérie de la banquise vers l'intérieur des terres. Le début du voyage semble être induit par la diminution de la durée des jours. Ainsi, en contrôlant la luminosité et imitant des jours courts, les scientifiques ont provoqué l'entrée en reproduction des manchots empereurs en captivité. Les manchots commencent leur parade amoureux en mars ou en avril, alors que la température n'est parfois que de moins 40 degrés. Le mâle fait une parade extatique au cours de laquelle il se tient immobile, puis place sa tête sur sa poitrine avant de prendre son inspiration et émettre un cri de parade d'1 à 2 secondes. Il se déplace ensuite dans la colonie en répétant ce cri. Un mâle et une femelle se tiennent ensuite face à face, allongeant, genre un duel le truc, allongeant l'un après l'autre la tête et le cou, et ce durant plusieurs années. Une fois formés, les couples se dandinent dans la colonie, la femelle suivant généralement le mâle. Avant la copulation, l'un des oiseaux fait une révérence à son compagnon, le bec s'approchant près du sol, avant que l'autre ne l'imite. On est un peu courtois. J'ai l'impression qu'on est un peu courtois quand même. Les manchots empereurs sont monogames. Ok. Les couples se forment pour toute la saison de reproduction, toutefois la fidélité d'une année sur l'autre n'est que de 15%. Ah oui, donc mono, mais bon, si je peux aller voir ailleurs, tranquille quoi. La durée assez courte de la période féconde chez la femelle explique cela.
il est plus important de se reproduire que d'attendre de retrouver son partenaire de l'année précédente. Donc finalement, le cul avant l'amour, quoi. La femelle pond un œuf de 460 à 470 grammes en mai ou début juin. Il a vaguement une forme de poire et de couleur vert blanchâtre pâle et mesure environ 12 cm de long pour 8 cm de diamètre. Il représente 2,3% de la masse de sa mère, qui en fait l'un des plus petits œufs relativement à la masse de la femelle de toutes les espèces d'oiseaux. Ah, enfin quelque chose où on brille pas, quoi. Comme chez la plupart des espèces d'oiseaux, elle est relativement épaisse, ce qui limite les risques de casse. Étant donné que la Terre est couverte de glace, le manchot empereur ne nidifie pas, mais il porte l'œuf sur ses pattes. Et ouais, et c'est très chiant. Enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est très très chiant à marcher. Hautement vascularisé et le recouvre d'un épais repli de peau. La température sous le repli est estimée à plus de 30 degrés. On les met bien les petits. L'œuf évite ainsi tout contact avec la glace. Au moment de la ponte, la femelle rabat sa queue sous elle pour réceptionner l'œuf. Puis le dépose sur ses pattes et va à tout petit pas vers le mâle pour le lui présenter. Ça c'est un peu mignon, c'est un peu mignon. Les réserves pondérales de la femelle sont alors épuisées et elle doit donner avec précaution son œuf au mâle avant de se diriger vers l'océan où elle va se nourrir durant 2 mois. Bah tu m'étonnes. Attends, t'as chié un œuf, ensuite faut bouffer quoi, c'est normal. Le transfert de l'œuf peut se révéler compliqué et de nombreux couples le font tomber durant cette opération. Alors c'est pour ça que les humains nous appellent, ils s'insultent en tant que manchots. Parce qu'on est vraiment des manchots en fait, c'est ça. Je viens de comprendre l'origine. Quand cela arrive, l'embryon est rapidement perdu, car l'œuf ne peut résister aux températures extrêmement basses du sol glacé. Le mâle passe l'hiver à couver l'œuf sous son repli de peau, le balançant sur la pointe de ses pattes, durant 64 jours consécutifs jusqu'à l'éclosion. 64. Donc plus de 2 mois. En vrai, ça va. Au court. Enfin, bon, quoique non, parce que porter un œuf sur ses pieds, déplacer... Ouais, non, ça doit être chiant pendant 2 mois quand même. Le manchot empereur est la seule espèce de manchot où le mâle couve l'œuf seul. Lorsque l'œuf éclot, le mâle a jeûné pendant environ 115 jours. Ah oui, depuis son arrivée dans la colonie. Pour survivre au froid et au vent de parfois plus de 200 km/h, les mâles se regroupent et se tiennent les uns contre les autres, comme une forme de tortue en se relayant. On l'a vu tout à l'heure, c'est un pogo encore une fois. En se relayant afin de ne pas être toujours exposé sur les bords de la formation. Durant le temps du voyage, de la cour et de la couvaison, le mâle perd 10 à 15 kg, soit 30 à 45% de sa masse initiale qui varie entre 34 et 40 kg. Ça fait beaucoup. La coquille de l'œuf étant relativement épaisse, l'éclosion peut durer entre 2 et 3 jours. Les oisillons sont semi-nidicoles, couverts seulement d'une fine couche de duvet et entièrement dépendants de leurs parents pour se nourrir et maintenir leur température. Bah oui. Si le jeune éclot avant le retour de la mère, le père le nourrit par régurgitation avec une sécrétion composée de 59% de protéines. On vomit dans la gueule de nos gosses. Blurg. On leur vomit comme ça. Waouh. Produite par une glande de son œsophage et parfois appelée lait de manchot. La femelle revient au moment de l'éclosion, voire 10 jours après celle-ci, à la mi-juillet ou début août. Elle retrouve son partenaire grâce à son cri et va s'occuper du petit, le nourrissant, régurgitant la nourriture. Le mâle part alors à son tour vers l'océan pour s'alimenter et y passe environ 24 jours avant de revenir quand même, c'est précisé. Les parents entament alors un roulement s'occupant tour à tour de leur oisillon tandis que l'autre part chercher de la nourriture en mer. Le printemps austral, venu environ 45-50 jours après l'éclosion, les jeunes sont suffisamment âgés pour être capables de réguler leur température et ils sont laissés dans des crèches, ah ouais, qui regroupent les poussins de différents couples. Ah ouais, donc putain, mais on est plutôt organisé en fait. Pour se protéger du froid, ils imitent les adultes en formant une tortue pendant que les parents sont en mer. Ça veut dire qu'ils font des mini pogos. Oh, c'est trop mimes. Les parents peuvent parfois plonger 100 fois par jour pour apporter toutes les 1 à 2 semaines 2 à 4 kilos de poissons et de petits crustacés à leur progéniture. En décembre, lors de l'été austral, les poussins ont grandi, mués et sont prêts à prendre le large. Ah, tant mieux. Les adultes abandonnent les jeunes sur la banquise et ceux-ci finissent par se jeter à l'eau en groupe. Ils ne pèsent alors que 45% de la masse d'un adulte. Ils ne reviendront se reproduire à leur tour au même endroit qu'une fois qu'ils auront atteint l'âge de 5 ans. L'espérance de vie du manchot empereur a été évaluée à 19,9.
Les mêmes chercheurs estiment que 1% des manchots éclos sont susceptibles d'atteindre l'âge de 50. Et il y a quand même des élus. D'un autre côté, seulement 19% des oisillons survivent à leur première année. Ah, ça c'est terrible. Ainsi, la population des manchots est composée essentiellement d'adultes de 5 ans et plus. Donc finalement, il est possible que je sois jeune. Peut-être que j'ai à peine 5 ans, quoi. Ou 10, je sais pas. La colonie de Halley, située dans la mer de Weddell, est habituellement la deuxième plus importante colonie de manchots empereurs au monde. Avec jusqu'à 25 000 couples venant se reproduire chaque année, pourtant en 2016, 2017 et 2018, presque tous les poussins sont morts en raison de la fonte de leur habitat. Oh là là, c'est terrible. En conséquence du réchauffement climatique. Et voilà. Non mais, terrible, terrible. Habitat et répartition géographique. Les manchots empereurs vivent en Antarctique autour du pôle entre les latitudes 66 et 77 degrés sud. Ils se reproduisent généralement sur un parc stable, non loin des côtes. Les colonies qu'ils forment alors cherchent des zones planes, abritées du vent par des rochers ou des icebergs pour s'installer. Selon un comptage effectué en 2012 par une équipe de chercheurs américains grâce à des images satellites, la population globale de manchots empereurs adultes est évaluée à 595 000 individus répartis dans 44 colonies indépendantes. C'est tout? Je pensais on était à 1 milliard. Et non, on est que 500. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Environ 80 000 couples peuvent être rencontrés dans le secteur de la mer de Ross. Les plus grandes colonies sont localisées au cap Washington, 20 000 à 25 000 couples sur l'île Coulman en terre Victoria, environ 22 000 couples dans la baie de Halley en terre de Côte, entre 14 300 et 31 400 couples, et en baie d'Acta dans la terre de la Reine Maud. 16 000 couples. 2 colonies terrestres sont connues, une sur une pointe de terre des îles Dion, comme Céline, allez, dans la péninsule antarctique, et l'autre sur un promontoire du glacier Taylor. Taylor Swift, allez. Je suis désolé pour ce genre de blague, je me saoule moi-même. Dans le territoire antarctique australien, des individus isolés ont été observés sur les îles Malouine, sur l'île Heard en Géorgie du Sud et en Nouvelle-Zélande. En novembre 2024, un individu isolé... Bah, incroyable. En novembre 2024, un individu isolé a été observé sur la côte sud de l'Australie, puis précisément dans la ville de Denmark. Est-ce que j'ai été là-bas? Non. Ça serait moi? Mais je m'en souviens pas. Pourtant, ça correspond. Menaces liées au réchauffement climatique. La survie des manchots empereurs dépend de la résolution de la crise climatique en se conformant à la Convention de Paris, sur la base de modèles de simulation. On peut prédire, dans le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, que 80% des colonies seraient pratiquement éteintes d'ici 2100. Aïe aïe aïe. Et que le nombre total de manchots empereurs devrait diminuer d'au moins 4... Non. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Voix autotune. Non, c'est pas possible là. C'est pas possible. J'ai pas de voix colère. Mais comment ça? Le nombre total de manchots empereurs devrait diminuer d'au moins 91% à cause du réchauffement climatique. Autant partir maintenant en fait, c'est pas possible. En se conformant aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat 2015, l'Antarctique fournira en revanche un refuge. Ah oui, mais les accords de Paris, c'est le truc que personne ne respecte là. D'ici à 2100, selon les scénarios climatiques de 1,5 degré et de 2,5 degrés, oui, de la Convention de Paris, respectivement 19% et 31% des colonies seront pratiquement éteintes. C'est terrible, hein, mais finalement c'est peut-être ce qui nous attend toutes et tous, qu'on soit manchot ou humain finalement. Ça fait beaucoup quand même, ça me rend triste, ça fait beaucoup. En conséquence, leur population mondiale devrait diminuer d'au moins 31%. Oh, wow. Un tiers, en supposant les 1,5 degrés de Paris. Mais la population se stabilisera à partir de 2060. Ok, la moitié de mes camarades vont disparaître. Et j'en ferai peut-être partie. Taxonomie et découverte. Le manchot empereur a été décrit pour la première fois en 1844 par le zoologiste anglais George Robert Gray, à partir de spécimens rapportés par les membres de l'expédition Erebus et Terror. Il a nommé le genre à partir de l'ancien grec. Déjà que je sais pas parler français, vu que je parle grec moi. Ah bah oui, c'est le mot que je disais au début, apténodites. Ok. Ah donc c'était pas du latin, c'était du grec. Signifiant plongeur sans aile. Waouh. Et le nom d'espèce a été choisi en l'honneur du naturaliste allemand Johann Reinhold Forster, qui a accompagné James Cook lors de son second voyage dans le Pacifique et identifié alors 5 autres espèces de manchots. La première colonie est découverte par le docteur Edward Adrian Wilson en 1902 au cours de l'expédition Discovery. Le premier œuf est découvert sur un morceau de glace flottant par l'expédition de James Clark Ross en 1840, mais n'est identifié qu'en 1905. Ça en a pris du temps.
avec le manchot royal. Alors c'est vrai que on est les empereurs. Et à côté, on a des cousins manchot royal, qui nous ressemblent d'ailleurs, mais je crois qu'ils sont plus petits, au coloris similaire mais plus petits. Voilà, merci Wikipédia. Le manchot empereur est l'une des 2 espèces existantes du genre Apténodite. Des fossiles démontrent l'existence d'une 3e espèce, le manchot de Rigen. Ah, Rigen, dont on a retrouvé en Nouvelle-Zélande des fossiles datant de la fin du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. Ah oui, donc ça date quoi. C'est des manchots qui datent. Mais je crois que d'ailleurs, des ancêtres à moi, ils mesuraient 2 mètres ou des trucs comme ça, si je dis pas de bêtises. Des études portant sur le comportement du manchot et sur ses caractéristiques génétiques ont conclu que le genre Apténodite est à la base de l'arbre phylogénique. Ouah, des manchots, c'est quoi ce mot? Est un arbre schématique qui montre les relations de parenté. Ok, d'accord. Des ADN mitochondriaux et cellulaires ont permis d'estimer l'apparition de cette branche à environ 40 millions d'années avant notre ère. Mes ancêtres existent depuis longtemps, c'est fou. Le manchot empereur et l'homme. Statut de conservation et pas de conversation comme j'ai dit tout à l'heure. L'espèce est considérée comme quasi menacée par l'UICN. Toutefois, avec 9 autres espèces de manchots, l'espèce voit en 2010 étudier son éventuelle inclusion dans l'Endangered Species Act. J'ai sorti mon meilleur accent anglais. Cela s'explique notamment par la forte diminution de ses ressources en nourriture du fait des effets du réchauffement climatique, bah oui, et de la pêche industrielle. D'autres raisons sont également évoquées parmi lesquelles les maladies, la destruction de son habitat et la présence humaine qui perturbe les couples en reproduction. Le tourisme est particulièrement concerné par ce dernier point. Une étude a montré que les oisillons du manchot empereur se montraient plus peureux après avoir été approchés par un hélicoptère à moins de 1000 mètres. Bah oui, bah en même temps, m'étonne le trauma. Une diminution de la population de l'ordre de 50% a été observée en Terre Adélie, du fait d'une augmentation de la mortalité des adultes, notamment des mâles, au cours d'une période chaude prolongée à la fin des années 70 qui a entraîné une réduction de la couverture de la banquise. D'un autre côté, les taux de réussite des éclosions diminuent lorsque l'étendue de la banquise augmente. Pour ces raisons, l'espèce est considérée comme très sensible aux aléas climatiques. Et effectivement, une étude de l'Institut océanographique de Woods Hole en janvier 2009 envisage que le manchot empereur pourrait être au bord de l'extinction. Pas possible! Pour être au bord de l'extinction d'ici l'année 2100 du fait du changement climatique. Mais j'ai dit un peu qu'on se remontait le moral là. Et là vous êtes en train de me dire que je vais certainement être éteint d'ici 2100. En appliquant des modèles mathématiques pour prédire comment la diminution de la banquise va affecter une colonie importante de manchots, empereur de Terre Adélie, il prévoit un déclin de 87% de la population de la colonie d'ici la fin du siècle, faisant passer la population de 3000 à 400 couples. C'est déprimant. Un tel déclin est envisageable pour l'ensemble de la population de manchots, soit 200 000 couples environ. En 2009, grâce à des images satellites qui montraient de larges zones de glace recouvertes d'excréments, assez étendues pour être visibles de l'espace, les scientifiques ont pu découvrir 10 colonies de manchots empereurs jusque-là inconnues. En novembre 2012, des chercheurs français de l'Astrolabe ont repéré 2 de ces colonies à proximité du glacier Mers, alors que leur devenir était incertain à la suite de la rupture du glacier Mers en 2010. Ces 2 colonies comprennent 6000 poussins, c'est-à-dire au moins 12 000 animaux reproducteurs. Selon les estimations, les populations de manchots empereurs pourraient décliner jusqu'à 70% d'ici la fin du XXIe siècle. Manchot empereur en captivité. L'espèce est très rarement élevée en captivité. On peut notamment citer l'exemple de SeaWorld San Diego, qui élève des manchots loin de l'Antarctique et où plus de 20 jeunes sont nés depuis 1980. Le manchot empereur dans la culture. Peut-être qu'un jour je ferai partie. Non, je rigole, j'ai pas envie de faire partie de la culture. Justement, moi j'ai envie de me cultiver, mais j'ai pas envie que mon nom se retrouve. Le cycle de vie unique de l'espèce dans un environnement très hostile est un thème très souvent repris dans la littérature ou la télévision. L'explorateur de l'Antarctique, Apsley Cherry Garrard, a dit un jour « Je ne crois pas qu'aucun animal sur Terre n'ait une vie plus difficile que le manchot empereur. » C'est vrai, c'est compliqué, la vie de manchot. Le documentaire La Marche de l'Empereur, très largement diffusé dans les salles du monde entier, raconte l'histoire du cycle de reproduction du manchot empereur. Ce film obtient un bon accueil par le public et les critiques et se voit décerner l'Oscar du meilleur documentaire en 2006. Il obtient 4 nominations au César de la même année. Premier film, musique, son, montage. Ce sujet a également été repris 2 fois par la BBC et le présentateur David Attenborough, une première fois dans l'épisode 5 de la série sur l'Antarctique Life in the Freezer, et à nouveau en 2006 dans la série Planète Terre. Il y a des humains qui ont gagné un Oscar juste parce qu'ils nous ont filmés. Peut-être que je suis dans le film? Non, ça m'étonnerait. Les personnages principaux du film d'animation Happy Feet 2006 sont des manchots empereurs, c'est vrai. Dont un est passionné de danse. Bien qu'il s'agisse d'un divertissement, ce film représente le cycle de vie des manchots et fait passer un message environnemental sur les risques du changement climatique et de la surpêche. Et oui. Dans le film d'animation Les Rois de la Glisse, on retrouve un manchot empereur surfeur nommé Zek Big Z Topanga. Oula, alors, Big Z, pas sûr du pseudo, mais ok. L'album de 1998, Phantom Power.
du groupe The Tragically Hip comprend un titre nommé Emperor Penguin. Et un duo de musique électronique de Chicago s'appelle Emperor Penguin. Moi, je rajouterai une dernière référence, j'espère ne pas dire de bêtises. Pingu! Where the fuck is Pingu? Pingu, normalement, alors même s'il ressemble pas vraiment, mais je crois que Pingu est un manchot empereur, quoi. Et cœur sur lui. Bisous, je l'embrasse si jamais il passe par là. Et on est sur la fin, oui. Philatélie. Plus de 30 pays représentés. Ah oui, c'est l'éteint, effectivement. Même à plusieurs reprises pour l'Australie, le Royaume-Uni, le Chili et la France. Un timbre, le représentant d'une planche, a été créé en novembre 2008 pour le territoire britannique antarctique. Bon, alors il est vrai que j'ai sauté une partie. C'était laquelle déjà? Ah oui, c'était Adaptation à la pression. On peut toujours la lire. Hein. C'est la seule partie que j'ai pas lue, donc. En plus du froid, le manchot empereur est soumis à d'autres conditions contraignantes lors de ses plongées en profondeur. En effet, il est alors soumis à des pressions 40 fois plus importantes que celles qui règnent à la surface, ce qui causerait pour la plupart des autres organismes terrestres un barotraumatisme. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Ses os sont particulièrement solides, ce qui limite les risques de traumatisme physique. Par contre, on ne sait pas comment l'espèce évite les troubles de décompression liés au diazote. Quand il plonge, le manchot empereur utilise nettement moins de dioxygène. En effet, sa fréquence cardiaque s'abaisse à 5 battements par minute et les organes non essentiels diminuent très fortement leur activité. Son hémoglobine et sa myoglobine sont capables de fixer et transporter du dioxygène même lorsque sa concentration dans le sang est très faible, ce qui permet au manchot de rester conscient avec des taux très faibles de dioxygène. Grâce à ces adaptations, le manchot empereur peut retenir sa respiration durant 20 minutes et plonger à une profondeur supérieure à 500 mètres. Le physiologiste américain Gary Koyman révolutionne l'étude de l'approvisionnement des manchots en nourriture lorsqu'il publie en 1971 les résultats des puces électroniques prenant des enregistrements lors de la plongée de manchot empereur. Il découvre alors que l'espèce peut atteindre une profondeur de 265 mètres et que ces plongées peuvent durer jusqu'à 18 minutes. Oui, effectivement, on l'a lu tout à l'heure, ça. Des recherches ultérieures observent une petite femelle atteignant la profondeur de 535 mètres près du détroit de McMurdo. Il est possible que le manchot empereur puisse plonger encore plus profond, la précision des outils de mesure étant diminuée à de grandes profondeurs. D'autres études sur le comportement d'un oiseau en plongée ont révélé des plongées régulières de 150 mètres dans des eaux de 900 mètres de profondeur, entrecoupées de petites plongées de 50 mètres et de plongées profondes de plus de 400 mètres à des profondeurs de 450 ou 500 mètres. Waouh, ça fait beaucoup. Cela suggère qu'il se nourrit près du fond océanique. Ça y est, on a fini de manger notre premier poisson de la connaissance. C'est magnifique. C'était un très bon poisson. Forcément, ça, il parlait des manchots. Donc forcément que c'était un très bon poisson. J'ai retenu qu'on va disparaître. Je sais pas, encore une fois, si c'est une bonne chose à retenir.